Voilà, la deuxième session, c'est sur l'économie de la dépossession. Alors, malheureusement, une intervenante, Myriam Halley Davis, qui devait intervenir en visio, ne pourra finalement pas le faire parce qu'elle a eu un problème de santé. C'est dommage parce que du coup, la session, elle est que sur la Palestine. Donc, j'essaierai un petit peu, puisque moi, je travaille sur l'économie algérienne, peut-être d'apporter quelques éléments. Donc, nous avons ici Tahel Abadi, qui est donc à l'IFPO de Jérusalem, qui est chercheur à l'IFPO de Jérusalem, et qui, en fait, que je connais parce qu'on l'a invité dans notre séminaire à Nanterre. Bon, c'était en visio parce que c'était pendant le confinement, et qui travaille sur les zones franches. Comme espace d'expérimentation de la libéralisation en fait dans ces pays. Et donc, il va nous présenter une intervention sur économie du colonial en Palestine, dépossession, exploitation contre insurrection. Voilà, je vous laisse, vous avez 20 minutes. Merci, Fatiha. Et merci également à l'équipe organisatrice pour cet événement aujourd'hui. Et puis, je tiens aussi à remercier les panélistes de la session juste avant parce que leur propos a très bien introduit le mien. Je vais vous parler donc aujourd'hui effectivement pas de mon travail le plus récent qui porte sur les zones franches dans la région du Moyen-Orient, donc Jordanie et aujourd'hui Palestine, mais d'un travail que j'ai mené, que j'ai poussé principalement au moment où je réalisais ma thèse à Paris-Dauphine, et où j'ai travaillé justement sur ces questions d'articulation entre économie et colonialisme dans le contexte palestinien. Peut-être que j'introduirais, en fait, j'avais mon introduction, finalement, le propos a été largement rappelé par Omar dans la session qui précédait. C'était un peu sur effectivement comment est-ce qu'il y a eu un renouvellement un renouvellement épistémique de la recherche sur la Palestine avec cette introduction du colonialisme de peuplement, du paradigme ou du concept de colonialisme de peuplement. Et effectivement, moi, ce que je retiens de ce paradigme, son utilité pour moi en tout cas, a été à un moment donné de permettre à la fois de remédier à… En fait, Omar l'a déjà dit, hein, mais c'est peut-être juste pour reprendre ça, de remédier à la fragmentation, à la fois géographique et historique. Fragmentation géographique, donc parce qu'on a ce morcellement, Cisjordanie, Gaza, territoire de 48, la diaspora ou les réfugiés palestiniens à l'extérieur. Et puis le morcellement historique, c'est avant et après 48, avant et après 67, avant et après 93. Et donc on a tous ces morcellements-là que ce paradigme-là de colonialisme de peuplement permet de réunifier, de recomprendre en un seul morceau. Ça, c'est une utilité. L'autre utilité qu'a rappelé Omar, c'était aussi la question de permettre la comparaison avec d'autres cas de colonialisme de peuplement, et du coup de sortir un peu de cet exceptionnalisme qu'on a très souvent quand on étudie la Palestine ou quand on étudie Israël, qui est qu'on le traite comme si c'était un cas d'exception, voilà, comme il y a eu nulle part ailleurs. Et donc cette comparaison est intéressante aussi. Après, je tiens à dire qu'effectivement, il y a des critiques à apporter à ce paradigme. Il me semble, moi, je suis assez d'accord avec ce que nous proposait Sylvie Deno, c'est-à-dire que finalement, chacun apporte sa pierre à l'édifice, et c'est un peu dommage quand, bon, les clivages, il y en a toujours, mais quand ça vire à la disqualification un peu violente, moi, il me semble qu'il faut peut-être partir du simple fait que le colonialisme de peuplement ne dit évidemment pas tout de ce qui se passe en Palestine. Il dit des choses, et donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il nous dit, mais il ne dit pas tout, et donc peut-être que parfois
Le problème, c'est qu'on a des chercheurs qui sont sur la défensive et qui veulent tout faire rentrer dans le colonialisme de peuplement pour dire que, mais si, évidemment, c'est un paradigme qui marche. Et en fait, bah non, il y a des choses que nous dit ce paradigme, et puis il y a des choses que ce paradigme ne nous dit pas, et c'est très bien comme ça. Il y a d'autres choses. Et par exemple, l'insertion de la Palestine, enfin la compréhension de la Palestine dans son cadre régional et dans son cadre global, bah ça, le colonialisme de peuplement ne nous dit pas tout là-dessus. Et donc, voilà. Et donc, moi, ce que je vais faire ici, c'est de participer un peu à cette réflexion sur le colonialisme de peuplement à travers mes lunettes d'économiste, en essayant de complexifier justement un peu la réflexion. Qui dit colonialisme de peuplement, Omar l'a rappelé, dit logique d'élimination. Et donc, moi, je voudrais dire qu'effectivement, moi, cette logique d'élimination, par exemple, le fait de pouvoir prendre en considération ça, m'a permis de faire le contrepoids avec les analyses beaucoup plus marxisantes qui existaient déjà sur la Palestine et qui voyaient avant tout la logique d'exploitation ou la logique extractive du colonialisme et qui, du coup, pour moi, dans le cas palestinien, était pas suffisante. Mais il y a d'autres logiques aussi qu'on peut rencontrer, d'autres logiques économiques, et donc c'est de ça dont je vais vous parler. Donc, ce n'est pas une histoire exhaustive de l'économie coloniale en Palestine. Bon, je vais pas tout couvrir, mais voilà, il y a 3 logiques que je vais identifier et qui permettront peut-être de lancer la discussion. Donc, la première, ce sera cette logique d'élimination ou de dépossession. La seconde, c'est une logique d'exploitation. Et la troisième, ce sera une logique de contre-insurrection. Il faut remonter donc à la fin du 19e siècle, quand on a cette stratégie du projectionniste qui, pour parler là donc, dans la logique d'élimination et de dépossession, on a un projet qui est basé sur l'acquisition de terres et l'installation durable d'une population de colons. Et l'une des particularités, donc ce mouvement va s'accélérer après 1917 et la mise en place du mandat britannique sur la Palestine. Mais l'une des particularités en fait, de l'entreprise sioniste à ce moment-là, c'est qu'elle ne dispose pas directement des moyens étatiques de son ambition, et ce jusqu'en 1948. Et donc, on va avoir, et qui dit moyens étatiques, dit moyens coercitifs aussi. Et ça, le mouvement sioniste ne le possède pas encore. Et donc, en fait, la conquête de l'économie, et c'est pensé comme ça par les théoriciens du mouvement, la conquête de l'économie est un moyen décisif pour amorcer l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Et donc, il y a cette idée de créer des enclaves économiques exclusivement juives, ce qui va s'avérer aussi un moyen puissant de déstabilisation de la population palestinienne autochtone. Et donc, on a 2 mots d'ordre qui vont servir ce projet-là de créer des enclaves économiques juives. 2 mots d'ordre. Le premier, c'est de Jewish Land, la terre juive, et le second, c'est le Jewish Labor, le travail juif. Et en fait, avec le premier, on voit la création de fonds dédiés à l'achat de terres qui sont retirés des marchés et considérés comme une propriété inaliénable du peuple juif. Et donc, il y a des capitaux juifs de la diaspora et autres qui viennent massivement servir ces fonds pour pouvoir acheter des terres et les retirer du marché, en un certain sens. Le second mot d'ordre, Jewish Labor, va consister à encourager les coopératives agricoles et puis par extension l'ensemble des employeurs juifs à prioriser l'emploi de travailleurs juifs afin d'encourager l'émigration de nouveaux colons et de faciliter leur absorption et leur installation en Palestine dans le cadre d'une bataille démographique en cours. Et donc, dès sa création, en 1920, on a ce syndicat juif, donc la Histadrut, qui mène une politique agressive de conquête du travail au détriment des travailleurs arabes, qui sont pourtant moins bien payés et qui, du coup, sont souvent employés par les patrons juifs qui arrivent et qui s'installent en Palestine. Et en fait, la Histadrut va recruter des gardiens du travail, qui sont des hommes en armes, des milices, qui vont aller, par la menace armée, intimider les employeurs et les travailleurs, donc les employeurs juifs éventuellement, parfois même sur des chantiers tenus par l'administration britannique, intimider pour obliger
les employeurs à embaucher des travailleurs juifs. Ce qu'on voit là, c'est que la conquête de l'économie, quand j'ai parlé de conquête de l'économie, ce n'est pas une conquête qui se fait en douceur, c'est aussi une conquête qui se fait par la force et par les armes. Et puis, c'est une conquête qui se fait grâce à l'importation massive de capitaux qui viennent, comme je le disais, de l'extérieur. La prise de contrôle, elle est quand même progressive et même assez laborieuse. En 1948, le mouvement sioniste n'avait réussi à acquérir que 7% du territoire de la Palestine mandataire. On avait quand même 70 villages palestiniens qui avaient déjà disparu avant la Nakba, avant 1947, à la suite de ce processus de colonisation. Et donc, on a l'événement de la Nakba, expulsion massive de Palestiniens, qui va permettre de sécuriser la prééminence d'une société juive dans le pays au détriment de la société palestinienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mots d'ordre de Jewish Land et de Jewish Labor, ils vont continuer à être appliqués après 1948 dans une économie israélienne qui continuera à être mobilisée par l'effort de colonisation et l'accueil de nouveaux migrants juifs. Le nombre de juifs résidant dans le pays va ainsi doubler en 3 ans, passant de 700 000 à 1 400 000 entre 48 et 52. Et dans ces années-là, 256 nouvelles localités juives sont créées. Les propriétés abandonnées par les Palestiniens constituent une importante contribution à cette politique de peuplement. En 1954, on a plus d'un tiers de la population juive d'Israël qui vit sur des propriétés abandonnées et presque un tiers des nouveaux migrants qui s'installent dans des zones urbaines désertées par les Arabes. Donc, on voit aussi comment cette dépossession, comment il y a un mouvement de monopolisation de l'économie et à la fois de dépossession pour les Palestiniens qui vient servir le projet colonial. Et donc là aussi, les défis sont surmontés grâce à l'arrivée massive de capitaux étrangers qui vont permettre à l'État et aux organisations sionistes de garder la main sur l'économie israélienne. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose de flagrant durant les premières décennies de l'État d'Israël, c'est qu'on a un État et des organisations sionistes qui ont une forte emprise sur le secteur privé et qui vont en fait créer des alliances avec ce secteur privé pour le garder engagé dans le projet de colonisation de la Palestine. Et donc, on a un mouvement de conquête de l'économie, de monopolisation des terres et de ressources qui s'inscrit clairement là dans une logique d'élimination de la population autochtone. C'est une logique qui va parfois à l'encontre de la logique d'exploitation, mais qui ne l'exclut pas. Et en fait, il va y avoir une nécessité progressivement pour les Israéliens de faire avec la présence de Palestiniens. Déjà, dès 1948, c'est-à-dire qu'il reste des Palestiniens, ils étaient 150 000 juste après 1948 qui sont restés sur le territoire, ce qui est devenu Israël, et aujourd'hui, ils sont quasiment 2 millions. Donc déjà, rien que dans les territoires de 1948, il y a une nécessité de faire avec cette population. Et puis, ce problème va se poser encore plus à partir de 1967. Et donc, on a un double effort d'exclusion, élimination et d'intégration qui traduit la nécessité pour les Israéliens de composer avec un environnement palestinien qui est perçu à la fois comme menaçant, mais aussi comme incontournable. Et donc, il va falloir faire avec. Et donc, j'en arrive à cette deuxième logique, qui est la logique d'exploitation. Et donc, on voit vraiment se mettre en place à partir de 1967, puisque là, on a donc Israël qui s'empare de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et qui avait des ambitions annexionnistes, mais qui sont freinées par la présence, à ce moment-là, d'1 million de Palestiniens, ce qui représente un défi à la fois démographique, politique et sécuritaire. Il y a eu une fomentation d'une nouvelle expulsion massive, comme en 1947-1949, mais finalement, elle est écartée parce qu'elle n'a pas marché, et l'administration israélienne finit par opter pour une intégration de facto des nouveaux territoires conquis. L'occupation offre en effet une occasion de sortir l'économie israélienne de son isolement sur la scène régionale, en imposant aux territoires conquis un régime économique à son avantage. L'un des principaux partisans d'une intégration économique est Moshe Dayan, alors ministre israélien de la Défense. Pour ce faire, il met en place une administration militaire et maintient délibérément flou le statut politique des territoires, en établissant un système strict de ségrégation et de hiérarchisation des rapports entre les deux populations palestiniennes et israéliennes. Les mesures sont alors, à bien des égards, comparables à ce qui avait été mis en œuvre dès 1948 avec les Palestiniens de l'intérieur, sauf que là, ça a une échelle encore plus importante. Et donc, d'un côté, on a une administration israélienne qui va employer tous ses efforts à confisquer les terres pour y installer des colons et des colonies, et de l'autre, elle va procéder à une intégration de facto de l'économie palestinienne dans l'économie israélienne,
dans le but de tirer avantage des ressources, de la main-d'œuvre et des marchés. L'intégration des deux économies n'est cependant jamais complète et fait l'objet d'un calcul minutieux de la part des autorités israéliennes. Donc on a d'abord les ressources. En tant que puissance occupante, Israël use à sa guise de nouvelles ressources naturelles à sa disposition, tout en limitant l'usage qu'en font les Palestiniens. Ça vaut pour la terre, mais aussi pour l'eau, et plus récemment pour le pétrole et le gaz. C'est aussi l'administration israélienne qui accorde, jusqu'en 1993, les autorisations nécessaires pour construire une maison, forer un puits, barrer une entreprise, sortir ou entrer sur le territoire, importer ou exporter des produits. Et ça va lui permettre de réguler et de contraindre l'activité économique palestinienne au gré des considérations économiques, mais aussi au gré de considérations politiques et sécuritaires. Et donc, on va avoir, par exemple, des récoltes qui vont être sollicitées par Israël, comme le sésame ou le tabac, ou qui vont être destinées à l'exportation vers l'Europe dans le cadre d'une stratégie israélienne de pénétration de certains marchés, comme l'aubergine, la fraise ou les tomates cerises, qui vont se substituer à une agriculture plus diversifiée et qui était destinée d'abord au marché local et régional. Les Palestiniens deviennent quant à eux très largement dépendants des importations en provenance d'Israël pour satisfaire leurs propres besoins alimentaires. Et donc, en fait, on voit que là, la question de l'exploitation, elle est fortement liée à une situation de dépendance dans laquelle vont être mises les Palestiniens. Dans le secteur agricole et industriel, dans le secteur industriel comme pour le secteur agricole, on a des mesures qui sont aussi prises très tôt pour empêcher toute concurrence des Palestiniens et encourager au contraire des relations de sous-traitance au profit des producteurs israéliens. En 1969, déjà, donc 2 ans, on a 9% de la force de travail de la petite industrie en Cisjordanie qui est employée dans l'exécution de commandes pour l'industrie israélienne. Et c'est un chiffre qui triple presque l'année suivante. De 1972 à 2017, donc sur toute cette période, Israël a absorbé 79% du total des exportations palestiniennes. C'est pour montrer à quel point l'économie palestinienne devient captive de cette économie israélienne. Et elle se trouve à l'origine de 81% de ces importations. Les Israéliens usent de cet avantage pour accélérer la spécialisation de leur propre industrie dans les domaines de pointe à forte valeur ajoutée, l'électronique, l'informatique, les technologies militaires, et en gardant donc l'économie des Palestiniens dans les secteurs à faible valeur ajoutée. L'essor, ce qui arrive, c'est que du coup, l'essor de certains secteurs d'activité, comme la cimenterie, le textile, la réparation automobile, en Palestine, elle est directement liée aux besoins de l'économie israélienne. Et elle répond en réalité très peu aux besoins de l'économie locale. C'est un essor de certains secteurs qui se fait au détriment d'autres secteurs d'activité qui sont quant à eux soumis à des restrictions, à une fiscalité désavantageuse, au point de ne plus pouvoir satisfaire la demande locale, ce qui fait que les Palestiniens sont obligés d'importer auprès des Israéliens. On a un autre phénomène, enfin, dont Omar a parlé tout à l'heure, c'est la question des travailleurs palestiniens qui sont employés dans l'économie israélienne, donc soit en Israël, soit dans les colonies. Ce nombre de travailleurs compte en moyenne pour un tiers de la main-d'œuvre palestinienne employée au cours des années 70 à 80. L'emploi des travailleurs en provenance de Cisjordanie et de Gaza reste néanmoins toujours sévèrement contrôlé par l'administration israélienne qui délivre les permis de travail et de circulation. Et donc, on a une administration israélienne en fait qui veut profiter des travailleurs palestiniens, mais qui craint aussi que ça vienne exacerber le chômage en Israël. Et donc, par exemple, lorsqu'en 73, entre 73 et 76, l'économie israélienne connaît une nouvelle récession, cette récession n'affecte quasiment pas le taux de chômage en Israël. En revanche, le nombre de travailleurs venant de Cisjordanie passe de 42 000 à 35 000 entre 74 et 77. Donc, c'est une main-d'œuvre qui est vulnérable, qui est corvéable et aussi révocable à tout moment. Ce qui permet aussi, du coup, de tempérer les crises. On a des travailleurs palestiniens qui, évidemment, touchent un salaire moyen qui représente 50 à 75% des travailleurs israéliens, donc coûte beaucoup moins cher. Et puis, les permis de travail sont refusés dans les secteurs où il y a en fait, il y a la possibilité de travailleurs israéliens, enfin, où on a une main-d'œuvre, des emplois qui sont jugés appropriés pour les Israéliens. Bon, à la fin des années 80, il y a le déclenchement de la première intifada, et puis des actions de boycott économique engagées par les Palestiniens.
Ce qui fait qu'on va avoir à partir de ce moment-là une volonté de l'administration israélienne de réduire leur dépendance à l'égard des travailleurs palestiniens. Et le phénomène va chuter. On va même avoir un remplacement des travailleurs palestiniens par des travailleurs asiatiques pendant un certain temps. Et puis depuis un peu moins de 10 ans maintenant, le phénomène tend quand même à redevenir majeur en Cisjordanie et reprend même de l'ampleur à Gaza depuis vraiment là, ces toutes dernières années. En 2021, on a 145 000 Palestiniens de Cisjordanie qui travaillent, c'est 20% de la population active employée de ce territoire, qui travaillent en Israël avec un permis. Et puis, il faut ajouter à cela environ 50 000, mais là, ça dépend des estimations, 50 000 travailleurs qui vont travailler dans les colonies sans permis, de manière informelle. Et on compte aujourd'hui quelques 20 000 travailleurs en provenance de la bande de Gaza. Donc, ces travailleurs sont toujours exposés à une précarité, aux abus, à la vulnérabilité, à l'exploitation, à la discrimination. Le nombre d'accidents de travail et de décès sur les chantiers de construction est à cet égard l'un des plus élevés au monde, selon l'Organisation internationale du travail. Et donc, on a bien là une logique d'exploitation de la population autochtone qui est mise en œuvre. Et en même temps, et je terminerai, donc c'est mon dernier point, l'emploi des travailleurs palestiniens répond aussi à une autre considération qui est la logique de contre-insurrection ou de comment est-ce que Israël renforce le contrôle de la population à travers le travail. Ouais, 5 minutes encore, s'il vous plaît. Juste pour parler de mon troisième point. Ouais. Pour obtenir un permis de travail et de circulation en Israël et dans les colonies, un Palestinien de Cisjordanie ou de Gaza doit veiller à ce que son dossier soit vierge auprès de l'administration militaire israélienne. Il ne doit pas prendre et n'avoir jamais pris part à toute activité politique jugée hostile à l'occupation israélienne. Et pas seulement lui, mais éventuellement aussi ses proches parents. En Cisjordanie, des familles et même parfois des villages entiers prennent ainsi garde à ne faire l'objet d'aucune interdiction sécuritaire, tant ils sont dépendants du travail en Israël. Aujourd'hui, on a aussi certaines entreprises palestiniennes en Cisjordanie qui bénéficient d'un mécanisme dit door-to-door, qui leur permet d'acheminer directement de la marchandise vers les ports d'Ashdod et de Haïfa pour pouvoir exporter, et cela sans devoir décharger leurs marchandises sur les checkpoints, ce qui en fait réduit considérablement et le temps et le coût du transport. Et pour cela, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, l'entreprise elle doit accepter de charger ses camions sous la surveillance de caméras qui sont directement connectées au poste de contrôle de l'armée israélienne, et elle doit fournir une liste complète de ses employés qui doivent tous avoir un dossier également vierge sécuritairement. Ce qui montre comment on a une souveraineté israélienne qui vient s'introduire, y compris dans les usines palestiniennes qui se trouvent en Cisjordanie. Donc l'économie apparaît ici comme un terrain parmi d'autres du dispositif de maillage et de confinement de la société palestinienne, dans le but de lui interdire toute autonomie effective. L'élévation du niveau de vie de centaines de milliers de Palestiniens, ou encore la relative prospérité de certains secteurs liés à l'économie israélienne, a pour effet d'aggraver les conditions de leur captivité économique et par là de leur vulnérabilité politique. Une vulnérabilité qui pèse d'autant plus lourd que c'est l'administration israélienne qui contrôle en définitive les territoires palestiniens, ou même la circulation en leur sein, donc l'accès et la circulation en leur sein, et la fermeture de points de passage et la restriction du trafic et des échanges sont régulièrement employés comme un moyen de pression et de sanction contre la société palestinienne dans une logique ouvertement contre-insurrectionnelle. Cette dernière, la société palestinienne, est alors rapidement menée au bord de l'asphyxie économique, voire maintenue dans un état de crise humanitaire durable, comme c'est le cas dans la bande de Gaza aujourd'hui, depuis 2007. Et bon, je vais pas poursuivre parce qu'on est à court de temps, mais je voulais peut-être terminer sur le fait en disant que l'autorité palestinienne dans cette équation est particulièrement vulnérable puisqu'elle dépend à la fois des taxes qui sont collectées par l'administration israélienne pour son budget et l'autre grosse source de revenus pour l'autorité palestinienne, c'est l'aide internationale qui n'est pas moins discrétionnaire et qui n'est pas moins politiquement conditionnée. Et donc, voilà, on pourra ouvrir le débat sur l'autorité palestinienne et l'économie d'Oslo, peut-être dans la discussion. Merci pour votre patience. Merci Taha, c'est pour cet exposé où en fait vous montrez que la logique d'exploitation vient
ne contredit pas en fait la logique d'élimination, mais elle vient se superposer, et même elle est alimentée par la logique d'élimination qui met les Palestiniens en condition de perte d'autonomie et de vulnérabilité, donc qui favorise leur exploitation. Bon, et concernant au début, la remarque que vous avez faite sur le concept de colonie de peuplement, bon, il ne s'agit pas de discréditer un concept, il s'agit de voir les différents usages qui en sont faits et élucider pour voir qu'il peut aussi être retourné, c'est ce que se passe avec en tout cas les économistes néoclassiques, être retourné pour valoriser ce type de colonisation et montrer que finalement, sur le plan économique, il y a une supériorité, une supériorité qui justifie finalement cette colonisation. Voilà, donc c'est plutôt élucider les différents usages de concepts pour ne pas être dupe de leur retournement. Alors, je donne la parole maintenant à Baptiste Cellier, qui est doctorant, enfin qui termine une thèse à l'École des hautes études en sciences sociales, sur donc sa thèse sur l'aménagement israélien de quartiers palestiniens à Jérusalem et il s'intéresse justement précisément à la dimension contre-insurrectionnelle des politiques d'urbanisme israéliennes. Alors, il y a le lien effectivement avec l'Algérie, puisque vous comparez avec les politiques d'aménagement urbain français en Algérie coloniale. Donc, ça contredit ce que j'ai dit au début, que l'Algérie est absente de cette session. Elle n'est pas absente. Voilà. Et donc, le titre de l'exposé est l'espace urbain comme instrument de maintien de l'ordre. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction et merci aux organisateurs de cette journée de m'avoir invité à présenter mon travail ici. Je suis ravi d'être là parce qu'effectivement, je travaille sur la comparaison avec l'Algérie depuis près de 10 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser à l'Algérie par rapport à la Palestine en fait en faisant mes premières enquêtes de terrain. C'est-à-dire que je travaillais à Silouane dans un quartier assez dur dans lequel effectivement il y a une présence de la contre-insurrection. Donc Silouane, c'est un quartier de Jérusalem-Est un quartier populaire dans lequel il y a beaucoup d'expulsions de maisons, etc. Et donc, ce que je voyais, je n'arrivais pas à l'analyser en fait avec les recherches qui se faisaient sur la Palestine. Et donc, j'ai eu besoin de voir ailleurs et de trouver d'autres comparaisons dans le temps pour pouvoir saisir ce que j'étais en train de voir en fait sur mon terrain. Donc, ma présentation d'aujourd'hui, elle est issue donc, de ma thèse de doctorat qui porte sur l'urbanisme, comme vous l'avez rappelé, israélien, appliqué au délogement et au contrôle socio-spatial des Palestiniens qui habitent donc dans des quartiers de centre-ville. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le centre-ville colonial à côté des lieux de pouvoir qui sont placés sous l'administration directe israélienne. Donc ça, c'est ce qui est important, c'est-à-dire que moi, je m'intéresse aux Palestiniens de 48 et aux Palestiniens de Jérusalem-Est, c'est-à-dire à ceux qui sont sous administration israélienne totale, c'est-à-dire qui doivent aller qui ont tous leurs papiers israéliens pour la sécurité sociale, pour absolument tout, toute leur vie, donc est basée sous l'administration israélienne, à peu près de la même façon que pour les Algériens, c'était le cas dans des anciens départements français d'Algérie, en fait. Voilà. Donc c'est un travail que j'ai fait en habitant régulièrement là-bas, donc dans ces espaces urbains sur la durée. Donc j'ai commencé à faire mes premiers entretiens en 2010 et j'ai continué depuis. Et donc je me base sur ce matériau pour mon travail. On pourrait mettre la deuxième diapositive. Alors bon, pour ceux qui ne sont peut-être pas tout à fait familiers de la géographie ou même du contexte israélo-palestinien, mais je pense que la plupart d'entre vous le sont en partie quand même. Donc là, on a une carte qui indique en fait le centre de la Palestine et cet espace central de la Palestine donc, qui va de la Méditerranée au Jourdain. Donc on voit donc, sur la gauche l'agglomération de Tel Aviv, au centre en bas celle de Jérusalem et au bout de la carte donc, on a Aleha, Jéricho et au nord on a Naplouse donc en vert. Alors les zones bleues, c'est les zones d'étalement urbain qui sont majoritairement juives israéliennes. Et en vert, c'est celles qui sont palestiniennes ou dans certains cas majoritairement palestiniennes, comme c'est le cas sur le zoom que j'ai fait, qui est sur l'agglomération, le centre de l'agglomération de Tel Aviv. Donc on voit
La ville de Jaffa, elle correspond à l'endroit où il y a des zones vertes, sur le petit zoom que j'ai fait. Et donc Jaffa, c'est une ancienne ville palestinienne très importante qui a été fortement touchée par la Nakba en 1948, comme tous ses environs en fait. Et donc il y a les chiffres, on n'arrive pas tellement à savoir combien de personnes ont été expulsées, mais ça tourne dans la région autour de 70 à 100 000 personnes, voire plus si on prend les villages alentours. Donc les quartiers qu'on voit en vert, c'est les quartiers qui sont encore palestiniens là-bas, ou qui sont même repalestinisés en partie. Parce qu'après 1948, la plupart des habitants de la région, ils ont été concentrés dans ces quartiers-là. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ils habitent là-bas. Et donc, voilà. Donc ça, c'est pour expliquer le cas de Tel Aviv, Jaffa aujourd'hui, qui est donc, ce sont des Palestiniens de 1948, donc citoyens palestiniens d'Israël, comme on les appelle également, qui sont des citoyens israéliens, mais de seconde zone, comme vous le savez sans doute, mais je ne vais pas pouvoir m'étaler trop là-dessus si vous avez des questions. Et à côté, on a donc l'agglomération de Jérusalem, qui est une agglomération également, comme Ter l'avait rappelé, sous domination israélienne totale, en fait, avec des enclaves palestiniennes emmurées, et dont la partie est, donc on voit derrière la ligne rose sur la carte, et donc dans les territoires palestiniens occupés, comme vous le savez sans doute. Et donc on voit effectivement que, comme le rappelait également Taher, que dans cette partie-là, qui s'appelle la Cisjordanie, on a beaucoup plus de zones de peuplement arabes palestiniens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la même Nakba, la Naksa. Effectivement, plus de gens sont restés aussi, certainement parce qu'ils avaient la mémoire de 48 et qu'ils n'ont pas voulu faire les mêmes erreurs. Et d'un autre côté aussi, peut-être parce qu'Israël ayant fait son État colonial, ils avaient peut-être plus besoin d'un marché captif que d'avoir effectivement d'autres problèmes avec un territoire vide. Et qu'une fois l'État en place, en fait, ça peut être plus pratique. Donc voilà, déjà, ce qu'on voit, c'est que la colonisation, c'est le résultat. Il y a des événements dramatiques comme la Nakba, mais c'est une structure. Donc ça, c'est ce qui avait été rappelé précédemment. Donc ça vaut également pour le cas algérien. Dans le cas algérien aussi, on a des événements qui vont être plus marqués par des expulsions massives à certains moments. Et dans d'autres cas, ça va être aussi un processus continu d'expulsion et de concentration. Donc là, je vais commencer un peu à parler de cette comparaison, justement. Donc, l'État d'Israël, ça a été rappelé aujourd'hui, comme l'Algérie coloniale française jusqu'en 1962, ces deux cas sont deux entreprises de colonisation de peuplement réalisées sur deux territoires de la Méditerranée, faisant partie de l'Empire ottoman au moment de leur conquête. Donc on peut voir le début de la conquête de la Palestine, en fait, somme toute, c'est 70 ans après le début de la conquête de l'Algérie. C'est 1830, peut-être même pas, peut-être même 50 ans, parce qu'on peut parler de 1830 et de 1880 pour le début du projet de colonisation sioniste, donc on a 50 ans d'écart. Et dans le cas algérien, d'ailleurs, l'entreprise de colonialisme de peuplement ne commence pas directement en 1830. La conquête est brutale, on a rappelé les chiffres. Mais la vraie colonisation de peuplement, elle arrive un peu plus tard avec la loi Varnier, le Senatus Consulte, etc. Donc, dans les années 1860, après la politique des bureaux arabes. Donc, je ne peux pas vous faire toute l'histoire de cela, mais donc effectivement, on a deux colonialismes de peuplement qui sont quand même simultanés et qui sont simultanés jusqu'en 1962. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, rappeler, surtout dans certains cas, même les expulsions et les déplacements forcés algériens se font après les déplacements forcés palestiniens. Si on prend par exemple les déplacements de la politique de regroupement qui a été faite pendant la guerre d'Algérie, qui ont concerné 4 millions de personnes, avec l'éradication de je ne sais combien de villages, c'est un phénomène qui est proche de celui de la Nakba. On a eu, ça c'est Samia Aini qui en a très bien parlé de ça, et ça a été évoqué également aussi dès le début par Abdelmalek Sayad et par Bourdieu aussi. Et c'est vrai qu'il y a des points communs très, très forts. Alors, donc dans les deux cas, il s'agit de coloniser, d'exploiter, de contrôler le territoire et ses habitants, comme on l'a vu, qui furent donc assez rapidement conçus par les administrateurs coloniaux comme une menace à gérer, étant donné leur opposition fondamentale et continue à l'entreprise coloniale. Donc en Algérie comme en Palestine, on a une politique de colonisation de peuplement stratégique. C'était la tache d'huile de Gallieni, tache d'huile de la colonisation. Donc la métaphore, on voit très bien, ça c'est une tache d'huile. Fut mise en œuvre pour contrer ce double obstacle spatial et démographique représenté par les colonisés, en passant par l'expropriation,
le délogement, le déplacement forcé, le cantonnement, mais aussi donc la surveillance et la répression de cette population, et en passant par son administration civile. Donc ça, c'est quand même aussi le cœur de la contre-insurrection, c'est civilo-militaire, et sa coopération contrainte obtenue par la menace. Donc là, on a eu un bon exemple avec Taher de ce que c'était que organiser la menace et la fabrique du consentement par la menace, quoi. Voilà. Donc le maintien de l'ordre sociopolitique colonial passe alors par une gestion avant tout contre-insurrectionnelle, contre-révolutionnaire ou anti-subversive, c'est-à-dire que le vocabulaire a changé avec le temps. Aujourd'hui, on parle de contre-insurrection, c'est un vocabulaire, c'est un euphémisme militaire, parce qu'à la base, l'armée française parlait de contre-révolution, il parlait aussi d'anti-subversion, ça c'était Jacques Hocquart. Donc il y a différents vocables qui ont été utilisés, en tout cas, tous ces vocables expriment la même idée. Donc un maintien de l'ordre militaire et civil, pour reprendre ce vocabulaire technique, qui est une gestion, en fait, un management qui a essentiellement pour objectif de maintenir ce que disait Sylvie Thénault dans son ouvrage sur la violence ordinaire dans l'Algérie coloniale, de maintenir le déséquilibre fondamental de la société coloniale. Et donc je pense qu'effectivement la contre-insurrection a pour objet de maintenir ce déséquilibre fondamental de la société coloniale, justement en jouant sur différents leviers de fabrique du consentement et de répression pour maintenir l'hégémonie et la domination. Donc le but est aussi d'entraver tout processus de mise en cause de ce déséquilibre en usant à la fois de moyens militaires et coercitifs pour asseoir le pouvoir en place, mais aussi, comme je l'ai rappelé, des moyens civils, tout en sachant que c'est toujours le militaire qui a le dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'hégémonie ne fonctionne pas, on en revient assez rapidement au levier sécuritaire qui reste l'ultima ratio en fait, du colonialisme. Donc, je m'intéresse dans mon travail à la gestion israélienne de la présence et de l'identité palestinienne dans des quartiers qui sont situés au cœur de ces deux agglomérations de Tel Aviv-Jaffa et de Jérusalem aujourd'hui, à partir de l'étude des politiques urbaines israéliennes qui y sont appliquées et dont je trace la généalogie depuis le début du mouvement sioniste au début du siècle dernier, dans une perspective comparative qui s'appuie centralement sur le cas d'Alger, en particulier de la ville d'Alger et de sa Casbah. Donc, je m'intéresse à la construction sociale des Palestiniens comme problème, menace, ennemi intérieur, à partir de l'étude de ces politiques urbaines israéliennes appliquées sur la durée à ces quartiers palestiniens. Donc, à l'appui de cette comparaison, je retrace la genèse de la définition et de la construction d'un problème, d'une problématisation du peuple arabe palestinien à l'aune de la colonisation sioniste, puis israélienne de la Palestine, en explicitant le rôle central qu'a pris l'urbanisme dans la gestion coloniale du territoire et de la population palestinienne avant et après la Nakba de 1948. Donc l'urbanisme, qui allie les outils juridiques, cartographiques, planimétriques, le génie militaire et civil à l'ingénierie sociale, permet d'organiser, de réaliser et de légitimer la dépossession, ainsi que d'encadrer, de gérer ou de pratiquer le management des Palestiniens par l'action combinée d'abord du droit foncier, c'est connu, de la planification aussi, et de l'architecture saisie comme des dispositifs militaro-civils de construction et de maintien de l'ordre sociopolitique dans l'espace urbain. Alors, est-ce qu'on peut passer à la diapositive d'après, s'il vous plaît? Alors d'abord, là, je vous ai mis quelques références justement utiles qui me semblent pour illustrer ce que c'est qu'essayer de travailler la comparaison Algérie-Palestine. Alors, par rapport aux espaces urbains, on a deux ouvrages qui me semblent importants sur la question pas que des espaces urbains d'ailleurs, mais de l'instrumentalisation coloniale de l'urbanisme à des fins de maintien de l'ordre. On a le travail, je vais citer d'abord celui du centre de Zeynep Çelik, Urban Forms and Colonial Confrontations, Alger under Fresh Rule, parce que c'est un ouvrage un peu précurseur, puisqu'il date de 1997, et dans cet ouvrage, elle explique véritablement ce qu'était la ville d'Alger à l'époque coloniale, et comment cette ville elle a vécu toutes les transformations urbaines du 19e et du 20e siècle, et essayer d'expliquer quelle était la relation en fait, qui s'établissait, la relation de distinction, les pressions, l'orientalisme aussi sur la ville, les politiques d'urbanisme orientaliste aussi de la Casbah d'Alger, les destructions du début de la conquête, et à la destruction vont bientôt suivre en fait l'exotisme. Donc c'est un ouvrage qui me semble très important. Elle parle aussi des plans de Le Corbusier, complètement délirants des années 30 pour Alger, enfin, qu'on va montrer après, qui ressemblent beaucoup à des plans israéliens, d'ailleurs sur Jérusalem.
Ensuite, le travail de Samir Heni, qui est un travail, à mon sens aussi, tout à fait important. L'architecture de la contre-révolution, et non pas de la contre-insurrection, c'est elle qui le souligne, parce que c'était le mot de l'époque, et puis c'est peut-être plus vrai par rapport à la réalité de l'objet, d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas d'une insurrection, il s'agit véritablement d'une guerre d'indépendance. Donc, architecture de la contre-révolution, l'armée française dans le nord de l'Algérie. Donc, essentiellement, elle s'est intéressée à la période qui est celle de la guerre d'Algérie, où il y a l'établissement du plan de Constantine. Donc, on a tous ces politiques et les politiques de regroupement à la fois des campagnes, les zones interdites, mais aussi dans les milieux urbains, l'éradication des bidonvilles qui sont jugés comme étant des foyers du FLN, et le contrôle de tous les quartiers anciens, parce que c'est des quartiers de la résistance, et donc il faut, au nom de prétextes urbanistiques, déloger la population et la mettre dans des logements neufs, qui sont censés être des logements... alors, le mot qui est employé à l'époque, c'est ce que Samia Heni dit, elle parle d'habitat semi-urbain. Donc, on parle d'habitat semi-urbain pour les populations arabes. C'est dire, en fait, le niveau de racisme qu'il y avait dans cette organisation-là. Donc, c'est aussi une manière de déconstruire le discours sur le grand chantier d'Alger à l'époque coloniale, etc. Comme toujours, il y a toujours un discours un peu dithyrambique sur les architectes, et donc ça permet aussi de déconstruire les représentations des architectes français dans leur rôle colonial, et elle indique aussi les continuités avec la France contemporaine, donc c'est aussi très intéressant. Donc elle fait un travail très fort. Ensuite, on a un ouvrage bien connu de Eyal Weizmann, donc All Holland, Israel Architecture of Occupation. Donc là, on voit le mot architecture dans les deux. D'ailleurs, j'ai omis de préciser que les trois sont aussi des architectes urbanistes. Donc en fait, effectivement, on voit que c'est à partir de l'histoire de l'art et de l'histoire de l'architecture qu'on a vraiment trouvé des points critiques qui peut-être ont manqué en sociologie ou en anthropologie. Et donc, HoloLand, c'est un livre qui fait vraiment écho aux deux livres précédents, donc qui va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'architecture de l'occupation dans toutes ses dimensions, militaro-civiles. Qu'est-ce que c'est que construire donc, cet espace avec des réseaux routiers, des colonies, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'aménager les centres anciens. Il y a une longue partie où il revient sur l'aménagement du quartier des Maghrébins de la vieille ville, de la destruction d'une partie de Jérusalem, qui était même à certains endroits du quartier juif, qui a été même lui-même détruit. Donc c'est paradoxal, mais on se rend compte que la destruction, la reconstruction, la reconstruction antiquisante aussi, orientalisante. Donc on voit toutes ces logiques qui se télescopent, et donc on a vraiment une comparaison tout à fait utile. Est-ce qu'on peut mettre l'autre diapositive, s'il vous plaît? Donc ça, c'est un autre volet aussi de référence qu'on peut mettre en comparaison. C'est non pas l'angle de l'urbanisme, mais l'angle de l'emprisonnement et de la surveillance. Donc on a l'ouvrage de Sylvie Thénault qui m'a pas mal aidé dans mon travail. Attendez, je peux prendre le truc. Qui m'a beaucoup aidé pour comprendre mes observations de terrain, en fait, et pour voir ce qui se passait effectivement dans les arrestations, les surveillances, les arrestations arbitraires aussi, les arrestations d'enfants, permanente, sous au moindre prétexte. Quelqu'un porte un t-shirt jaune, tous les enfants qui ont un t-shirt jaune vont être arrêtés. Quelqu'un qui fait une incivilité, qui se retrouve en garde à vue pendant je ne sais combien de temps, ou carrément en prison, assigné à résidence, etc. Donc on a vraiment des dynamiques similaires, en fait, de répression de tout quotidienne, en fait, et ordinaire. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est très utile pour penser la Palestine. Ensuite, un autre ouvrage qui est aussi en lien de Laleh Khalili, qui a aussi pensé la comparaison avec, à partir de la contre-insurrection et de l'histoire de la contre-insurrection, entre l'Algérie et la Palestine. Donc, elle aussi est une pionnière, je pense, dans la mise en comparaison et surtout la généalogie des pratiques militaires contre-insurrectionnelles, où elle fait vraiment la généalogie depuis de Bugeaud, Gallieni, des militaires britanniques, que je connais moins, parce que bon, j'ai les références françaises, et Lyotet aussi. Donc on a effectivement, donc on a toutes. Moi, je me suis aussi beaucoup inspiré dans mon travail de Laleh Khalili. Ensuite, on a la toile carcérale de Stéphanie Lattabdallah qui essaye de parler justement de l'emprise de l'enfermement et de la prison aussi sur la psyché des Palestiniens, et pas uniquement au niveau. Donc c'est aussi l'emprise sociale, psychologique du carcéral, carrément comme paradigme de la société. Donc alors, peut-être qu'on peut passer à la diapo suivante. Alors, sur la diapositive suivante, j'ai mis, justement, pour rester sur cette comparaison, deux cartes.
une carte du centre-ville d'Alger, à l'époque coloniale, en 1957, au moment du déclenchement de la bataille d'Alger, enfin de la bataille d'Alger, et une carte de l'agglomération de Jérusalem aujourd'hui. Donc on voit, alors la carte que j'ai trouvée, la légende marque bien donc, les dénominations coloniales de l'époque. Hein. On a les quartiers européens et les quartiers musulmans. Et donc on voit une agglomération. Donc là, sur cette carte, ils sont mentionnés les attentats du FLN et les attentats contre terroristes. Enfin, ça, c'est évoqué. Enfin, enfin bon, c'est pas moi qui ai fait la carte, hein, mais en tout cas, elle est explicative de quelque chose. Voilà. Bon, on voit bien qu'on a les quartiers musulmans, dont la Casbah en plein centre-ville, et les quartiers européens qui sont juste à côté. Alors, si on prend une carte de Jaffa, on aurait pu prendre une carte de Jaffa aussi, parce que ça aurait été intéressant. Jaffa, avant 48, c'est la même chose. C'est exactement la même ville. On a la Casbah de Jaffa, en fait, on peut appeler ça la Casbah de Jaffa, on aurait pu dire ça. Hein. D'ailleurs, les Anglais ne s'y trompaient pas, puisqu'ils sont passés à travers les murs à ce moment-là et qu'ils ont détruit toute une partie de la vieille ville pour réprimer les insurrections. Insurrections, on s'entend, donc palestiniennes, là, les mouvements indépendantistes. Et donc à Jaffa, la ville a un peu changé, puisqu'effectivement, après, il y avait moins de monde. Bon. Mais aujourd'hui, la ville qui est la plus comparable aux contemporains avec la situation d'Alger en 1957, au moment de la bataille d'Alger, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est peut-être une bataille d'Alger permanente. En fait, on a l'impression que c'est une bataille d'Alger qui ne s'est jamais arrêtée, qui est d'intensité parfois plus faible que ce qui a été la bataille d'Alger, qui était très concentrée, où on a eu des 25 000 personnes, je crois, arrêtées. Quasiment toute la Casbah est passée par les interrogatoires, et 4 000 personnes qui se sont retrouvées. Donc, on sait ce qui s'est passé. Et donc voilà, donc à Jérusalem, on a ça aussi tous les jours. Pas que à Jérusalem, mais on a des dispositifs donc, de ce qui. Bon, je me détache un peu de mes notes, hein, mais de ce qu'on a appelé en fait le style para, c'est-à-dire que ça, c'est ce que disait Eqbal Ahmad, donc le politiste pakistanais, c'est que donc, les techniques musclées, les interrogatoires, etc., ça fait vraiment partie de la contre-insurrection israélienne. Donc avec des pratiques d'arrestation collective, pratiques systématiques de l'internement préventif, de la torture, la fabrique d'exemples. Donc la contre-insurrection, elle s'appuie sur un volet. Alors peut-être que là, ce serait bien de mettre l'autre diapo pour parler de ça. Parce que l'image parle d'elle-même, en fait, c'est quand même assez évocateur. Donc là, on voit ce que c'était que voilà, les fouilles à l'entrée de la Casbah en 57 et les Palestiniens dans la vieille ville aujourd'hui. Enfin, c'est exactement les mêmes images. Donc là, on est dans le filtré, arrêté collectivement et puis essayer de maintenir l'ordre de la façon la plus brutale et puis même avec des disparitions aussi. Hein. La disparition existe aussi en Palestine. Donc, à côté de ces dispositifs qui sont plus visibles, on va dire, la contre-insurrection s'appuie aussi sur un volet civil, donc incitatif pour ramener la population au calme, en pratiquant, selon les mots d'Hubert Lyautey, qui était lieutenant général au Maroc, entre autres, hein, ça fait partie des grands coloniaux français, et il était aussi urbaniste, urbaniste colonial, et donc dans sa doctrine, Lyautey, qui est quand même un modèle de la contre-insurrection jusqu'à aujourd'hui, mais pour l'armée américaine et française aussi d'ailleurs. Donc, disait qu'il fallait établir un mélange constant et subtil de coercition et de consentement. Donc, ça, c'est véritablement ça, la définition de la contre-insurrection. En d'autres termes, donc, c'est manier le bâton et la carotte, la sanction et l'incitation, et aussi le good cop, bad cop, hein, la tactique bien connue du bon flic, mauvais flic, donc d'intimidation psychologique, qui vise effectivement, après avoir terrorisé, à proposer des aménagements. Et donc, généralement, ils sont acceptés dans ce cadre-là. Donc, c'est comme ça qu'on obtient le consentement à l'autorité, donc par ce mélange constant et subtil de contrainte et de consentement. Donc, pour obtenir donc, la résignation, en plus que le consentement des colonisés, en tâchant, selon les mots d'un autre militaire français très important dans la contre-insurrection algérienne, David Galloula, donc qui est un théoricien praticien de la contre-insurrection pendant la guerre d'Algérie, et qui est le modèle de l'armée américaine aujourd'hui, qui a servi aussi de modèle de référence à tout l'état-major américain pour l'invasion de l'Irak, et qui a écrit des livres en anglais d'ailleurs à l'occasion de bourses aux États-Unis dans les années 60, après son expérience de tortionnaire en Algérie. Donc c'est très intéressant. Donc, comme il disait David Galloula, il s'agit de rendre plus coûteux le soutien à la résistance que l'obéissance.
Donc, je pense que c'est assez clair. Donc la contre-insurrection, en particulier ici, donc, appliquée aux Algériens palestiniens aujourd'hui, donc elle a pour but, comme disait Sylvie Thénault, donc de maintenir le déséquilibre primordial de cette société coloniale. Donc ainsi, je prends en quelque sorte à la lettre les contre-insurgés, les administrateurs coloniaux d'hier et d'aujourd'hui. Ouais. Bon, on ne va pas pouvoir voir la deuxième partie, je voulais vous parler du tourisme colonial, etc. On ne va pas pouvoir parler de tout ça, pas pouvoir parler trop de l'orientalisme, etc. Donc on va finir sur la contre-insurrection, et ce sera déjà pas mal en soi comme sujet. Donc je prends en quelque sorte à la lettre les contre-insurgés, les administrateurs coloniaux d'hier et d'aujourd'hui, en étudiant à la fois les dispositifs pensés et mis en pratique sur le terrain, de façon à briquer donc ceux du hard power et ceux du soft power israélien, donc du militaire et du civil, de la volonté de domination, mais aussi celle d'étendre l'hégémonie du pouvoir colonial. Donc j'ai étudié les dynamiques urbaines et les pratiques d'urbanisme israéliennes, donc qui peuvent passer aussi. Donc on connaît la colonisation ethno-nationaliste, mais ça peut être aussi la gentrification et la mise en tourisme des espaces urbains démarginalisés. Donc en fait, à partir du moment où on met en tourisme, on va pouvoir circuler dans ces espaces et permettre donc de les contrôler. Voilà, et surtout, moi, ce qui est le centre de mon travail, hein, quand même, parce que là, je vous parle de tout ce contexte, mais c'est les effets sociaux sur les Palestiniens qui sont ciblés par ces politiques. Donc, la fabrique de l'informalité résidentielle, la mise en inégalité, la régulation contrainte, l'insécurisation, la précarisation, l'adaptation au marché de l'emploi, comme le rappelait Taher, et surtout donc, cette fabrique du consentement. Donc, dans ces espaces urbains, c'est vrai qu'on peut voir donc, toute cette contre-insurrection dure, elle est en permanence à côté des touristes qui passent. Et ça, c'est quelque chose de saisissant à Jérusalem, mais c'était la même chose à Alger pendant toute la période coloniale. C'est-à-dire qu'on avait une répression de la population, et puis en même temps, il y avait les bateaux qui arrivaient, et les touristes qui allaient dans la Casbah, et ben, ils allaient dans la Casbah, et puis ils allaient aussi, il y avait aussi une exploitation des hommes et des femmes, donc pour voilà, une exploitation coloniale, donc dans toute sa sordidité également, et on retrouve aussi malheureusement des dynamiques similaires dans le tourisme colonial en Israël-Palestine. Donc, on peut peut-être passer au diapo d'après rapidement, juste pour montrer un peu la progression que je voulais faire. Alors ça, on ne va pas forcément regarder, il y avait une vidéo. C'est un peu violent. Donc là, c'était un vidéoclip israélien, mais vraiment très criard, etc., mais qui montre bien justement aussi la profanation des lieux de vie. Hein, c'est très important. Et donc là, on a effectivement qu'est-ce que c'est que. Donc là, je voulais mettre en comparaison un peu le tourisme colonial. L'Algérie vue par les Français, les colonisateurs, et donc Jaffa vue par le ministère du Tourisme israélien aujourd'hui. Donc on peut peut-être passer la diapo d'après, comme ça on voit. Donc là, on a effectivement les clichés orientalistes. Ça, c'est ceux du ministère du Tourisme israélien et de la campagne City Breaks, une destination de voyage. Et ça, c'est celle de l'Algérie française, donc à l'époque coloniale. Donc là, on voit une fille qui dit « Quelle jolie porte, je me demande qui a la chance d'habiter derrière. » C'est des Palestiniens qui sont réfugiés à Jaffa, à Gaza ou à Beyrouth, ou alors qui ont été expulsés depuis bien longtemps déjà. Donc, on peut passer à la d'ici d'après. D'ailleurs, là, c'est plutôt pour essayer d'expliquer ce que c'est que la réalité du terrain, donc la dévaluation des lieux de vie, des gens qui habitent dans des conditions pas top, et après on dit que c'est leur faute, et qui ne savent pas entretenir chez eux, et que les autorités israéliennes ou françaises savent mieux ce que c'est que l'architecture indigène. Donc voilà, donc on peut passer à celle d'après. Donc là, on voit le côté stratégique de l'urbanisme qui vise donc à contrôler le territoire. C'est pas uniquement pour faire joli qu'on fait tout ça, c'est aussi pour faire passer des troupes. On voit toujours l'interaction des deux. Peut-être passer à celle d'après. Donc voilà, on peut aussi. Ça, c'est un exemple de projet coloniaux, mais si on passe à celle d'après, on va avoir la comparaison avec l'Algérie. Voilà, ça c'était le plan de Le Corbusier, donc pour la Casbah. Donc on voit ce que ça signifie, un espèce de centre de commerce gigantesque, qui voulait appeler le Trade Business Center. Donc c'est une espèce de World Trade Center à côté dans le quartier de la Marine à Alger. Donc on voit un espèce de pont qui passe par-dessus la Casbah. Donc ça veut tout dire hein, sur effectivement le fantasme colonial. Alors ces projets, même israéliens, ne sont pas toujours réalisés. C'est-à-dire que c'est vraiment des fantasmes, et ça nous permet de comprendre aussi qu'est-ce qui se joue dans l'imaginaire délirant en fait des urbanistes de l'époque coloniale. Donc peut-être voir après l'image d'après. Donc ça c'est le cable car de Jérusalem qui est assez connu aussi. Donc c'est cette idée de faire un téléphérique alors il y a eu 200 projets de téléphérique à Jérusalem. Ça fait 20 ans que les Palestiniens en parlent. Ils pensent que ça va arriver demain. Mais finalement ça reste sur des projections parce que quelque part heureusement le colonialisme n'arrive pas toujours à matérialiser tous ces projets les plus délirants. D'ailleurs ça coûte cher aussi. Hein. Donc là on voit
je ne sais pas combien de personnes ont été payées pour faire tous ces types de projets, mais en tout cas, ça fait beaucoup de boulot, je pense, pour les urbanistes israéliens. Donc voilà, donc après on peut terminer peut-être sur les dernières images. Bon, ça, bon, là, c'est pour montrer que derrière tout ça, il y a des expulsions et on voit tous ces points. Ça, c'est des mises en illégalité de maisons à Jaffa, à Rajami et à Silwan. Et on voit bien ce que c'est-à-dire que bon, c'est des points, c'est militaire, quoi. C'est une carte, c'est du quadrillage, en fait, c'est du quadrillage par l'urbanisme. Voilà. Et on peut voir juste la dernière image. Ça, c'est pour dire, donc pour parler aussi de ce que disait à un moment donné l'ancien Premier ministre algérien, Reda Kateb. Reda Malek, excusez-moi, n'importe quoi. Reda Malek qui disait que les manifestations de décembre 60 avaient été un Dien Bien Phu psychologique pour l'armée française. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, ça a été un moment donné où ils se sont rendus compte qu'ils avaient beau avoir fait le meilleur système contre-insurrectionnel du monde en déplaçant 4 millions de personnes et en ratissant tout le territoire, et le FLN n'était pas bien à ce moment-là. Ils n'ont rien pu contre la population, en fait. Donc, et ça, apparemment, ça a coupé les jambes de l'armée française. Et donc c'est aussi terminé sur une note un peu plus positive, c'est de dire que les Palestiniens, en 2021, ils ont montré aussi que malgré tous les dispositifs du pouvoir, ils ne pouvaient pas aller contre un peuple. Voilà. Alors, merci Baptiste de nous avoir fait profiter de la richesse d'une thèse qui vient de se terminer. C'est toujours très intéressant d'écouter un doctorant qui termine parce qu'il y a la passion, et après, je crois qu'on n'arrive pas à retrouver ça, même quand on est un chercheur aguerri. Alors, c'est intéressant de voir dans quelle mesure, parce que vous avez fait un parallèle au départ entre l'histoire de la Palestine et l'histoire d'Algérie, dans quelle mesure l'indépendance d'Algérie et le départ des Européens n'a pas créé un espoir chez les Palestiniens d'avoir le même dénouement. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut interroger là. Ensuite, sur la question alors, du consentement et de la soumission, bon, vous l'avez rappelé à la fin, c'est toujours, en tout cas dans l'histoire palestinienne ou l'histoire algérienne, c'est toujours provisoire parce qu'il y a la résistance et puis il y a des soulèvements périodiques qui viennent reposer la question de la résistance populaire. Et puis, dernier point, peut-être ce qui m'a évoqué votre exposé, c'est à propos de la destruction des bidonvilles. La destruction à Mayotte, quand même récemment, comment les pratiques coloniales continuent, une destruction massive et des gens qui sont jetés pratiquement à la mer. On est en plein continuité coloniale. Hein. Voilà, bon, j'ouvre le débat. Donc, peut-être prendre des gens un peu à droite. Tout à l'heure, c'était à gauche. Oui, si vous voulez parler. Oui. Le micro. Le micro, oui. Merci. Un peu de chaque côté. Oui, merci. J'ai une question pour vous, mais qui, je pense, peut faire résonance à ce qui a été dit précédemment sur ce qu'on entend par société coloniale et sur ce que l'occupation territoriale d'un pays fait à notre trame narrative en tant qu'historien. Vous avez, et c'est une manière de vous faire part de mon obsession pour les mots, vous avez dit que généralement, il y avait cette idée de fabrique du consentement lorsque finalement les Palestiniens acceptaient les aménagements qui étaient proposés par une armée d'occupation ou une autorité d'occupation. Je pense que le mot consentement est un peu trop fort. Je ne pense pas que ça soit un consentement. Et ma question, c'est de savoir comment on lie la question du consentement à la question de la légitimité. Et ce n'est pas parce qu'on accepte des aménagements qui sont prévus par une autorité qui domine aux décennies du pays, avec tout l'arsenal militaire et légal en place, qu'il y a forcément consentement aux autorités. Donc, plus généralement, la question est de savoir finalement comment restituer la signification. C'est la question du sens, ce n'est pas la question factuelle qui m'importe véritablement, la question du sens des interactions nouées en situation d'occupation. Et ce qui fait quoi avec les communications précédentes, c'est qu'est-ce qu'on entend par société coloniale? Dans quelle mesure, et le mot mesure est à prendre véritablement au sens, j'allais dire, métrique, dans quelle mesure ce qu'on appelle les indigènes sont une part de la société coloniale? Parce qu'il me semble véritablement que
en tout cas l'hypothèse que je développe et que j'essaye d'avancer, même si c'est très difficile, c'est l'hypothèse du double pays. Si je prends le cas de l'Algérie, le cas que je connais le plus, il me semble que l'Algérie n'est pas le pays des Français, c'est la colonie leur pays. Et la colonie des Français n'est pas l'Algérie des Algériens. Ça n'annule pas la somme des interactions qui peuvent avoir lieu en situation coloniale, mais il me semble que ça ne fait pas des Algériens une part fondamentale de ce qu'on appelle la société coloniale, et il me semble qu'on réduit trop la voix des indigènes à prétendre restituer la totalité des expériences que par l'arbitraire narratif de la société coloniale. Merci. Il faudrait centrer sur, monsieur Labat qui a demandé, centrer sur des questions, et comme il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir, ne pas trop. Merci. Merci Taher et Baptiste. J'ai deux questions. Une question pour Taher. Donc j'étais à Beit Lehem le mois dernier. J'ai rencontré notamment au sud de Beit Lehem, à Janat, notamment des Palestiniens qui avaient notamment ce fameux laissez-passer. Et je voulais savoir, Taher, s'il y avait un reset en fait chez les anciens militants palestiniens qui ont été enfermés dans les geôles israéliennes pendant la première ou deuxième intifada. Parce que j'avais un ami qui était, en l'occurrence, enfermé durant la première intifada et qui avait ce permis. Et est-ce que tu as des données sur le prix des permis? Parce que je sais que des laissez-passer sont payants, en tout cas pour aller travailler à Jérusalem-Est. Baptiste, j'avais une question. Que penses-tu de la non-comparaison, parce qu'on parlait de la comparaison, de la non-comparaison de la classe politique française entre l'Algérie et la Palestine, dans le sens où ces dernières années, on observe des discours que je trouve très hypocrites quand on les pense à l'aune de la question palestinienne, ou en tout cas du traitement de la question palestinienne par la classe politique française. Emmanuel Macron qui part en Algérie en 2017 et qui dit que la colonisation a été un crime contre l'humanité et qui dit que l'antisionisme est de l'antisémitisme. Je pense à François Hollande, quelques années avant, qui disait que le système colonial français était injuste par nature, était inhumain, et qui part à Tel Aviv 11 mois plus tard, en novembre 2013, et qui dit qu'Israël est une grande démocratie n'ayant jamais cédé sur les droits et le pluralisme. Et le pire, c'est Sarkozy, à l'université de Constantine, le 5 octobre 2007, et qui a un discours magnifique, en fait. Magnifique sur les massacres de Constantine en août 1955. Les massacres de Constantine, pour rappel, c'est des milliers d'Algériens qui vont être tués en quelques jours. D'ailleurs, les Français appelaient ça des opérations de représailles. Israël appelle aussi ça en hébreu des opérations de représailles, des peulot tagmoul, pour ces massacres à Gaza et ailleurs. Et le discours est magnifique. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est Sarkozy. Le déferlement de haine, le déchaînement de violence qui ce jour-là submergea Constantine et tua tant d'innocents était le produit de l'injustice qui depuis plus de 100 ans, s'exerçait sur le peuple algérien. L'injustice attise toujours la haine et la violence. Le système colonial était injuste par nature et ne pouvait être vécu que comme une entreprise d'asservissement et d'exploitation. Et il part à la Knesset le 23 juin 2008, quelques temps après, il dit que le terrorisme palestinien ne se justifie pas, le terrorisme palestinien ne s'explique pas. Donc en gros, la violence algérienne s'explique à cause de l'injustice coloniale, mais la violence palestinienne est le fruit d'une pulsion endogène, etc. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette non-comparaison? Est-ce qu'on peut le relier aussi à la vision de Sartre, qui n'a jamais fait ce point de comparaison, et ça a d'ailleurs été le regret d'Edouard Saïd? Il y a une personne là qui veut prendre la parole tout à l'heure. Je vais poser une question. De toute façon, merci beaucoup pour vos topos. Une question à Tahar. Baptiste en discutera plus tard. Vous avez commencé votre... non, parce que par la question, vous avez parlé de la création de la Histadrout en 1920, mais en 1948, vous dites qu'il n'y avait pas un État. Bon, les historiens israéliens et autres, en fait, il y avait un État, un pré-État, le Yishuv. C'est tout. C'est pour ça qu'en 1948, ils étaient prêts, en fait, à bien s'installer, à bien... Mais pourquoi je pose cette question? Parce que est-ce que ce n'est pas un moyen de rentrer dans cette question de settler colonialism? Avec raison, vous avez dit depuis le début, il ne faut pas juste aller dans le comparatisme ou chercher à comparer, il faut voir aussi les différences. Et que la différence ici, c'est que les Britanniques, avec le mandat, ce n'était pas du settler colonialism, mais avec la question de
la déclaration de Balfour, ils ont mis en place ça. Donc, c'est assez exceptionnel, en fait, dans l'histoire coloniale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la question de l'État est importante ici, parce que finalement, les Britanniques, ils ont tout fait pour la création d'un État juif, et ils ont tout fait pour la non-création d'un État qu'on appelait arabe. Enfin, que je conçois comme palestinien, mais voilà, c'était un peu ça ma question. Merci. Oui. Et après, derrière, Merci, oui, voilà. merci beaucoup pour ces deux interventions. Et j'ai une question pour Baptiste Cellier. Donc, je suis urbaniste, Myriam Ababsa, et j'ai travaillé également un petit peu en Palestine. Et j'ai une question à vous poser concernant ce qu'on voit moins, qui est notamment le fait qu'Israël interdit les rénovations de bâtiments dans la ville ancienne donc de Jérusalem. Or, on ne se souvient pas assez du fait qu'il y a beaucoup de coupoles, qu'il y a donc beaucoup d'arbustes qui poussent sur les coupoles. Les racines, c'est très humide, on est à 600 mm de précipitation, on n'est pas comme en Palestine, comme en Jordanie, enfin bref. Et donc, en fait, les maisons s'effondrent. Ce n'est pas seulement que vous ne pouvez pas renouveler vos permis de résidence en tant que Palestinien de 48. Par exemple, la famille de mon mari, ils allaient très vieux, chaque année renouveler leur permis. Bon, ils sont morts depuis, mais quand même. Et c'était un voyage de renouveler son permis, mais aussi le fait qu'il y a toute une politique cachée. Et je pense qu'on avait, si on veut continuer la similitude sur la Casbah, à mon avis, hein, de laisser s'effondrer, de laisser se délabrer. Et vous pouvez aussi raconter des services publics, les services de... En gros, la seule chose qu'on ait faite, c'est les égouts pour pas qu'ils apportent le choléra. Mais sinon, la collecte des déchets, c'est des énormes bacs, il n'y a pas de tri sélectif. Enfin, tout est insidieux dans les politiques de gestion de la ville. Et je pense que c'est vrai que c'est magnifique d'analyser des points de vue politiques ce que vous faites, mais également de raconter tout ce qu'on voit moins, quoi, tout ce qui est moins spectaculaire. C'est remarquable, hein, merci. Personne derrière nous. Bonjour, Véronique Bontemps, CNRS. Beaucoup pour les interventions. J'ai deux questions. Une pour Taher sur la question du colonialisme de peuplement. Une autre pour Baptiste sur la question de la comparaison entre la France et l'Algérie. Donc, Taher, je te vois pas. Ouais. Taher, tu as dit au début de ton exposé que la notion de colonie de peuplement permettait de relier des territoires finalement fragmentés, des histoires fragmentées. Ma question, c'était si on le prend sous l'angle du colonialisme de peuplement, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on ne prend pas un petit peu sous l'angle du point de vue du colonisateur? Et comment est-ce qu'on pourrait développer d'un point de vue économique qui est le tien, ou même politique, hein, mais plutôt plus économique, cette même, du point de vue de l'émancipation peut-être, est-ce qu'on peut retourner ce paradigme pour voir quelque chose qui relie cette question de la fragmentation? Et j'ai une question pour Baptiste. Tu nous as montré de manière des images qui étaient très éclairantes sur les parallèles qu'on pouvait effectuer entre le processus notamment contre-insurrectionnel en Algérie et en Palestine. Ainsi que c'est dommage, le tourisme, ça aurait été vraiment très intéressant de développer ce truc-là. Mais bon, bref. Ma question, c'est indépendamment des parallèles qui peuvent nous mener à dire « Ah tiens, cette image nous fait penser à telle image et ça se ressemble beaucoup, etc. » Qu'est-ce que tu peux dire des continuités historiques qui ont pu avoir lieu entre les pratiques, les pratiques contre-insurrectionnelles, mais peut-être même de orientalisme, etc., entre l'expérience de l'Algérie coloniale et ce qui s'est passé en Palestine concrètement, les circulations, les continuités. Voilà, merci. Si, une dernière question, alors devant. Merci. Oui, je voudrais savoir si vous êtes intéressé au diptyque Tel Aviv-Jaffa. Parce qu'en fait, Jaffa était la ville la plus importante, qui est passée complètement, dont on ne parle absolument plus. C'était la grande capitale, pardon. C'était la grande capitale. Oui, non, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'était le parallèle, comment Tel Aviv, qui était un tout petit quartier en périphérie de Jaffa, va progressivement phagocyter complètement la ville de Jaffa, qui va être transformée ensuite en bidonville, un petit peu ce qui se passe à Barbès. C'est-à-dire que ça a été très bien dit tout à l'heure, hein, on laisse dépérir les immeubles, etc. Ensuite, tout s'écroule, après on rase. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça me faisait penser à ce qui s'est passé entre Grenade, oui, la prise de Grenade, comme au Moyen-Âge, 1492. Lorsqu'on faisait le siège d'une ville, on construisait d'abord une contre-ville, qu'on appelait une ville de siège, parce que les sièges duraient extrêmement longtemps. Hein. Pour Grenade, c'est Santa Fe, qui est juste à côté comme de Grenade, et qui progressivement... Voilà. Et Tel Aviv, ça jouait exactement le même rôle, c'est que dès le départ, Tel Aviv a été pensé. C'est un tout petit quartier, c'est des dunes, hein, et il y a eu une conception, et en tout cas, c'était un quartier qui était vraiment périphérique. Et comment on arrive aujourd'hui à Jaffa, qui sont quelques immeubles comme ça, complètement pourris, qu'on laisse délabrer avec beaucoup d'artistes israéliens, ils aiment bien retaper un petit peu des vieilles. Et c'est vraiment intéressant de voir ce diptyque
Tel Aviv, Jaffa, où ça a été vraiment conçu comme ça, pour absorber progressivement. Merci bien. Donc, je donne la parole rapidement aux intervenants pour répondre. D'abord, Tahar. Oui, merci. Et merci beaucoup pour vos questions. Peut-être commencer par les questions un peu factuelles. Yanis, oui, effectivement, il y a la possibilité tu as appelé ça un reset. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu un dossier sécuritaire, qui a été en prison, dans les prisons israéliennes, peut éventuellement réobtenir par la suite un permis de travail. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'arbitraire ici, qui fait qu'il n'y a pas de conditions précises à remplir pour pouvoir obtenir ce reset. Et en fait, finalement, ça renforce la capacité contre-insurrectionnelle de ce dispositif, parce que du coup, on peut toujours espérer faire peau neuve et puis un jour obtenir ce permis et ensuite, pour pouvoir aller travailler en Israël, mais on ne sait pas comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Mais donc, le cas de ton ami, ça ne m'étonne pas. Il y a des gens qui ont eu un passé militant et qui finalement vont pouvoir aller travailler en Israël et ça fait partie aussi du dispositif. Pour ce qui est du prix du permis, j'ai pas les données précises, mais il me semble que ça représente le tiers, ça peut aller jusqu'au tiers du salaire mensuel, en fait, pour un Palestinien qui va travailler en Israël, ce qui est énorme, évidemment, mais la part restante reste suffisamment importante pour motiver les Palestiniens à aller travailler en Israël, parce que ça reste plus important que ce qu'un travailleur palestinien gagne en Cisjordanie ou à Gaza. Et donc, voilà, c'est un peu la difficulté du truc. Pour la question concernant la question de l'État, du proto-État et la question du Yishuv, en fait, évidemment, alors, quand je disais que le mouvement sioniste n'a pas les moyens étatiques de son ambition jusqu'en 1948, il me semble que le Yishuv, justement, cette communauté juive de colons qui commence à s'organiser, elle va évoluer justement dans le temps et petit à petit, elle va essayer de se donner des moyens, si ce n'est étatiques, au moins alternatifs, proto-étatiques. Et donc, on a notamment ces institutions dont j'ai parlé, économiques, le Fonds national juif, l'Histadrut, mais on a aussi des milices juives qui se mettent en place et qui vont servir vraiment de base à ce qui va devenir ensuite l'armée israélienne. Donc, on a quelque chose qui commence à se préparer durant cette période. Et évidemment que la présence de l'administration britannique mandataire facilite tout ça. Le projet de colonisation sioniste jusqu'à avant l'arrivée des Britanniques, c'est-à-dire à l'époque ottomane, a vraiment du mal à prendre, en fait, puisque les autorités ottomanes ne sont pas favorables à ce type de projet et ne le facilitent pas. À partir du moment où les Britanniques arrivent avec, dès le départ, un cadre clairement établi de facilitation de l'installation d'un foyer national juif, sans, en plus, il y a une asymétrie, c'est-à-dire que les Palestiniens, les Arabes palestiniens n'ont pas ce type de droit à l'époque. Il va y avoir un cadre favorable pour les institutions sionistes pour se développer. Néanmoins, les Britanniques ne sont pas les sionistes. Ne sont pas les institutions sionistes. Et il va y avoir, tout le long de cette période, des divergences qui peuvent aller parfois jusqu'aux oppositions et même, à certains moments, des conflits armés entre le Yishuv et l'administration britannique, qui montrent que voilà, c'était juste un peu plus compliqué. Et puis ce que ça me permet de dire ici, c'est que l'administration britannique n'est absolument pas un arbitre dans cette affaire. Comme l'historiographie britannique tend à le dire, c'est-à-dire qu'on a des Britanniques qui sont face à une obligation duale, qui doivent arbitrer entre, d'un côté, une société juive et une autre société palestinienne et sont pris dans une position un peu difficile. Non, les Britanniques, d'abord, n'ont pas le même positionnement vis-à-vis des deux communautés. Et surtout, les Britanniques ont leurs propres intérêts impériaux à cette époque. Et la construction du port de Haïfa ou
où les politiques économiques et fiscales qui sont mises en place à l'époque ne répondent pas ni aux attentes des uns ni aux attentes des autres, ils répondent à leurs propres intérêts économiques sur ce territoire. Pour ce qui est de la question de Véronique, effectivement, c'est une des critiques qui avait déjà été soulevée par Omar, en fait, sur la question de comment est-ce que le paradigme de colonialisme de peuplement peut amener à occulter la perspective du Palestinien colonisé. Colonialisme de peuplement, effectivement, on peut le voir comme étant le point de vue du colonisateur. On peut le voir aussi, et je pense que c'est un peu ça qui a été poussé en avant par les promoteurs de ce paradigme, c'était d'insister sur la relation, en fait. Donc, pas le point de vue du colonisateur, mais la relation entre colonisateur et colonisé. Et bon, il me semble que cela c'est intéressant. En fait, on s'intéresse au rapport de pouvoir qui s'établit. Sauf que une des limites, c'est que ça enferme le colonisateur dans son rôle de colonisateur et le colonisé dans sa position de colonisé. À partir du moment où on veut donc ça a quelque chose d'un peu d'enfermer un peu les uns et les autres et d'essentialiser un peu le positionnement des deux protagonistes. Mais donc pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on fait à partir du moment où on veut penser la libération par l'économie ou l'économie de la libération ou l'économie de la résistance, ou comment est-ce qu'on résout ce problème du morcellement depuis l'économie? Effectivement, c'est plus simplement le paradigme de colonialisme de peuplement qui peut être utile, mais la question de la libération, la question de la résistance. Et il y a tout un champ aujourd'hui théorique qui se développe sur économie de la résistance ou économie de la libération, et de comment est-ce que les Palestiniens réussissent à repenser en sens inverse la création d'enclaves économiques palestiniennes suffisamment autonomes pour permettre à une voie politique palestinienne d'émerger, parce que tout le problème est là aujourd'hui. C'est que les Palestiniens sont tellement dépendants économiquement et donc tellement facilement mis sous pression qu'il est difficile d'avoir une voie autonome. Et une des expériences qui, moi, m'avait marqué, je terminerai là-dessus, c'est que dans la bande de Gaza, il y a une expérience de développement agricole qui est assez exceptionnelle, qui a été mise en place à partir du moment, après le blocus, en fait, en 2007. Et les acteurs de ce développement agricole, donc principalement le ministère de l'Agriculture à Gaza et d'autres acteurs qui viennent aider, qui viennent étoffer un peu le projet, pensent explicitement cette question-là en ces termes, c'est-à-dire l'agriculture à Gaza doit servir de base non pas à le développement économique et donc le bien-être, l'élévation du niveau de vie, etc. Non, c'est l'agriculture à Gaza doit permettre à ce que les Palestiniens puissent avoir une décision autonome. Et donc, ne pas subir les pressions extérieures, ne pas subir non pas seulement les pressions extérieures israéliennes, mais y compris de la communauté internationale. Et je veux dire que donc, voilà, il y a une conscience de ce que pourrait être cette économie aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que les Palestiniens en ont les moyens dans les faits. Et donc, ce qui est possible à Gaza dans une certaine limite, et de manière très fragile et menacée à chaque nouvelle guerre, est beaucoup moins facile à mettre en place en Cisjordanie ou ailleurs en Palestine. Donc voilà pour ce qui est de mes réponses. Enfin, voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec la perspective de monsieur sur le fait que Nordine, désolé Nordine, oui, le pays des colons n'est pas celui des colonisés, et en fait ça fait pour moi un lien avec ce que ma réponse à Véronique. Merci. Merci, Tahar. Donc, je donne la parole à Baptiste. Je vais d'abord répondre à vos remarques. La question de l'espoir algérien, c'est bon, bon. La question de l'espoir algérien, oui, je pense que ça a toujours été un espoir pour les Palestiniens de se projeter dans un futur algérien. Je pense qu'effectivement, c'est une image qui est très représentée, et c'est les deux pays dont on sait qu'ils sont très liés, donc effectivement. Et pour ce qui est des soulèvements périodiques,
je voudrais dire que ils commencent peut-être, enfin, ils ne sont pas forcément si cycliques que ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quand même un effet d'accumulation qu'il faudrait essayer de poser à un moment donné par rapport à ces soulèvements, étant donné qu'on parle toujours de radicalisation du pouvoir israélien, si tant est qu'il est possible de radicaliser quelque chose de déjà aussi radical. Mais effectivement, avec le retour des mises en cause systémiques, je dirais, pas forcément des chercheurs comme on a parlé tout à l'heure, hein, justement, mais peut-être de cette mise en cause déculpabilisée aussi au niveau de la population et par le bas qui met en cause le système et qui va même interroger parfois l'inaction aussi hein, des élites qui, elles, peuvent être aussi à certains moments compradors ou peuvent être aussi à certains moments prises aussi par des nécessités de survie dans des logiques économiques, etc. Donc effectivement, soulèvement périodique, mais peut-être quand même un effet d'accumulation, je dirais, par rapport à ça. Donc vous avez parlé de Mayotte, oui, je suis d'accord. Après, c'est difficile d'en parler maintenant. Je me souviens de Françoise Vergès qui en a parlé pas mal aussi récemment et qui a eu raison de le faire. Alors pour votre question sur la fabrique du consentement, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites en fait. C'est-à-dire que c'est un mot de Lyotet. Lyotet parlait de consentement. Il n'y a pas de consentement. Il n'y a évidemment pas de consentement. Je suis d'accord avec aussi la réponse de Taher. Alors effectivement, dans cette présentation, il n'était pas possible d'aller dans... enfin, il aurait été possible d'ailleurs, d'aller dans les entretiens et d'aller dans l'expérience vécue. Ça, c'est l'autre volet. Donc c'est le miroir en fait du monde vu par les colons, le monde des colons vu par les colonisés aussi. Donc effectivement, moi je me suis beaucoup intéressé en fait à la valorisation de l'illégalisme palestinien, qui est souvent dévalué comme une source en fait de problèmes par des gens qui veulent les aider, c'est-à-dire les travailleurs sociaux dans les quartiers populaires comme à Al-Rajami ou à Silwan, qu'ils soient israéliens ou même palestiniens d'ailleurs, hein, ou internationaux, vont dire il faut jouer la carte du légalisme. En fait, les gens souvent ils n'ont pas intérêt à la jouer, donc ils vont dire oui ou ils vont la jouer en partie quand c'est intéressant. Donc il y a aussi une négociation avec la société coloniale, effectivement, donc les gens ont des ressources à ce niveau-là. Donc voilà, une réponse assez brève. Donc qu'est-ce qu'on entend par société colonisée? Peut-être ça, justement, peut-être ces deux sociétés, en fait, et ces deux regards, où voilà, je lance ça comme ça, j'aurais du mal à répondre véritablement à ça. Alors en ce qui concerne donc, la question de Yanis sur la non-comparaison française et sur Macron et Sarkozy. J'étais étonné du discours de Sarkozy à Constantine. Je ne savais pas qu'il avait... C'est pas lui qui l'a écrit. Voilà. Peut-être qu'il aurait dû le lire avant, je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, c'est vrai que, oui, c'est vrai que c'est une question que je trouve. C'est une très grosse question à laquelle je ne sais pas comment parce que c'est compliqué parce que il y a peut-être plusieurs éléments de réponse là-dedans. Peut-être qu'il y a la construction d'une spécificité juive par rapport au nationalisme, à l'ethnonationalisme religieux, qui fait qu'il y a eu une autochtonisation quelque part qui existe dans les consciences en fait à un certain moment. Peut-être qu'il y a aussi un transfert comme c'est une situation coloniale en cours. Enfin, je sais pas. Là, j'emploie carrément un langage psychanalytique pour essayer de comprendre de quoi il est question. Mais oui, au bout du compte, je pense que ce serait un peu psychanalytique. Mm. 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 Voilà, moi c'est un peu ça mon intuition aussi, c'est qu'il y a une forme de revanche. On peut plus dire ce qu'on disait, au même titre que même les Français pendant longtemps se sont interdits d'utiliser les textes de la contre-insurrection. C'est le retour par l'OTAN et l'armée américaine en 2006 qui a recyclé pour le ministère de la Défense des auteurs qui étaient devenus tabous en fait depuis le général de Gaulle, donc qui lui-même a participé à la contre-insurrection, mais ils avaient été mis quelque part un peu sur le banc après la victoire algérienne de 62. La contre-insurrection avait été considérée comme en partie dysfonctionnelle, mais par contre elle est devenue paradoxalement à ce moment-là la doctrine américaine importante. Donc ça répond en partie à la question que posait Véronique, mais ça c'est des questions assez complexes. Je pense que Laleh Khalili elle explique mieux que moi, je pense que ensuite, il y avait une question, oui, sur la rénovation des logements, etc. Alors moi, je pense que, ce que j'ai pu observer, c'est que dans certains cas, on interdit tout bonnement toute forme de rénovation. Alors c'est le cas à Jaffa. Beaucoup de gens à Jaffa, en fait, ont vu leur maison détruite pour cette raison-là aussi. Hein.
C'est beaucoup, ça c'est vraiment un gros problème qui touche beaucoup de gens. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de rénover, donc les gens font les rénovations eux-mêmes, sauf qu'elles sont illégales, donc après ils ont un permis de démolition, on connaît le cycle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'injonction à la rénovation. Ça c'est aussi un truc que j'ai essayé de développer. L'injonction à la rénovation, c'était présent dans la Casbah d'Alger, c'est présent à Jaffa aujourd'hui par exemple. Par exemple, on oblige les gens à avoir des volets très chers orientalistes, c'est-à-dire qu'il faut avoir le style de Jaffa, ça coûte une fortune, les gens n'ont pas les moyens. On les oblige à faire Oui, ça grésille un peu. Ouais. Donc on oblige les gens à faire des aménagements qui coûtent une fortune et qui sont complètement dysfonctionnels pour la vie quotidienne des gens. Par exemple, on les oblige à mettre leur climatiseur à l'endroit où il a sa chambre à coucher. Il y a quelqu'un qui a une baie vitrée, on lui dit qu'il faut qu'il ne mette pas sa baie vitrée, mais qu'il mette des volets en bois dans le style local, etc., qu'ils appellent le style vénitien ou le style maronite, je ne sais pas, enfin tout ce qui n'est pas palestinien. Donc, ça coûte une fortune. Les gens, du coup, ils n'ont pas de volet. Soit ils n'ont pas de volet, soit il y en a qui mettent carrément la clé sous la porte parce que ça coûte trop cher. Et donc, en fait, toutes ces régulations, c'est à la fois forcer les gens à la régulation, après les avoir contraints à ne pas pouvoir rénover leur maison, on les force à les rénover. Donc, en fait, le but, c'est de rendre la vie impossible aux gens parce que c'est pas, voilà. Les gens partent parfois d'eux-mêmes. Donc, du coup, ça, c'est aussi invisible en termes d'expulsion. C'est-à-dire que quand les gens y partent, ça, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'amener la police. Voilà ce que je pourrais dire pour ce point. Ensuite, après, il y avait oui, peut-être que je peux rajouter un point, parce que bon, il y a de l'auto-organisation dans les quartiers aussi. Hein, donc, les gens ramassent les poubelles, etc. Et ils font en sorte de s'auto-organiser, parce que les Israéliens ne le font pas. Donc aussi, donc la question de la contre-insurrection, continuité, j'ai envie de répondre un peu à ce que je disais avant sur l'Aleh Khalili, parce que la continuité, moi, c'est vrai, quoi, il faut l'établir, il faut établir les généalogies. Moi, j'ai essayé dans mon travail de le faire, c'est dur de le faire dans une présentation. Il y a effectivement une continuité et des circulations des pratiques contre-insurrectionnelles, c'est évident, dans tous les sens. Il y a de la France à l'Angleterre, de l'Angleterre à la France, d'Israël vers l'Algérie, à l'époque de la guerre d'Algérie aussi, ça a existé. Donc c'est une histoire qui est moins connue, mais qui est réelle aussi, dont le plan de Alain Pierre Fitt. Donc il y avait un certain nombre d'idées comme ça, et c'est vrai que c'est des questions sérieuses. Donc oui, donc des circulations. Donc il y avait une dernière question aussi que vous posiez sur Tel Aviv-Jaffa. Moi, j'ai envie de dire, effectivement, il y a une homologie assez saisissante avec l'histoire d'Alger. Je veux dire, on a vraiment la création de la ville des colons à côté de la ville décolonisée. La vitrine de l'Empire français, la vitrine qui se veut une vitrine de modernité, alors que bon, c'est pas forcément mieux d'un point de vue fonctionnel non plus. Donc là-dessus, il y a un travail qui est très bien, qui est de Mark Levine, qui a écrit un ouvrage sur Overthrowing Geography, où il est revenu sur toute l'histoire, sur les archives aussi ottomanes, de qu'est-ce que c'est que les origines de Tel Aviv. Voilà. Donc voilà. Bon, merci. On va arrêter là cette session. Et en fait, je veux remercier les organisateurs d'avoir par cette journée, fait exister un objet qui s'appelle Algérie-Palestine. Contribuer à le faire exister ou en tout cas réexister. Voilà.